Steve McQueen était une star de cinéma américaine macho et laconique des années 1960 et 1970. Cool et stoïque, ces héros solitaires s'exprimaient par leurs actions et rarement par des mots. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il en était des rumeurs entourant Steve McQueen? Lesquelles sont vraies et lesquelles sont des exagérations fabriquées par la presse? Rejoignez-nous alors que nous découvrons que Chad McQueen, le fils de Steve McQueen, a confirmé ce que nous soupçonnions depuis toujours. Tout d'abord, examinons les histoires d'amour de la célèbre star Steve. Son fils sait-il quelque chose des romances de son père? Trouver l'amour à Hollywood, l'union des passions. En 1952, il a commencé à sortir avec une autre jeune étudiante pleine d'espoir, l'actrice Gia Scala. Scala n'a jamais tout à fait atteint le niveau de succès de McQueen, mais elle est apparue dans des dizaines de films hollywoodiens tout au long des années 50 et 60. Le couple a eu une aventure passionnée, mais cela n'a pas duré longtemps. Les opportunités que McQueen recherchait n'existaient tout simplement pas à New York, donc en 1955, il a déménagé à l'Ouest pour tenter sa chance à Hollywood. C'est là qu'il a rencontré son premier amour. Neil Adams, une danseuse de Broadway, a épousé l'acteur, alors en difficulté en 1956. Elle a écrit plus tard que leurs enfances douloureuses communes les avaient aidés à se comprendre. Neil a également déclaré qu'elle était consciente du problème de drogue de McQueen très tôt et que McQueen faisait preuve d'une jalousie extrême qui se manifestait parfois par de la violence physique. Pendant ce temps, il était connu comme un coureur de jupons qui avait de nombreuses liaisons et aventures. Le couple a eu 2 enfants ensemble, Terry Leslie McQueen, 1959-1998, et Chad McQueen, né en 1960. Neil a demandé le divorce en 1971. Environ 1 an après son arrivée à Los Angeles, Steve McQueen a épousé une magnifique actrice. Leur mariage finirait par s'effondrer, mais au moins les premières années étaient remplies de bonheur. Alors que McQueen commençait à fonder une famille, sa carrière décollait également. Fils effiloché. La désintégration de son mariage. Alors que la carrière de McQueen prospérait, son mariage battait de l'aile. Steve et sa femme Neil avaient commencé à s'éloigner, et l'avortement de Neil en 1971 a poussé leur relation à son point de rupture. Ils étaient ensemble depuis plus de 15 ans, mais cela n'a pas empêché McQueen de tomber dans les bras d'une autre femme. Et, si cela ne suffisait pas, la liaison de McQueen était avec une de ses co-stars. Steve McQueen et Ali MacGraw ont eu une chimie instantanée sur le plateau de The Getaway. Le seul problème, c'est que tous deux étaient mariés. Mais le mariage de MacGraw était aussi fragile que celui de McQueen et le couple a commencé une liaison secrète. Malheureusement pour eux, peu de liaisons à Hollywood restent secrètes longtemps. La relation avec MacGraw a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la femme de McQueen. Cela a également été le point de rupture dans le mariage de MacGraw. Aucun d'eux ne voulait perdre de temps et en moins d'1 an, ils avaient divorcé de leur conjoint et s'étaient mariés. Comme pour son précédent mariage, celui-ci s'éteindrait rapidement. La différence était que cette fois, il brûlerait beaucoup plus intensément et beaucoup plus rapidement. Beaucoup d'amis de Steve McQueen considéraient Ali MacGraw comme l'amour de sa vie. Mais leur relation n'a jamais été simple. Comme l'a dit MacGraw elle-même, il y avait des moments merveilleux et des moments absolument horribles. McQueen était un homme mercuriel, et vivre avec lui n'était pas facile. Puis, comme si leur mariage n'était pas déjà assez stressant, une tragédie est venue aggraver les choses. Ali MacGraw a fait une fausse couche pendant son mariage bref et tumultueux avec Steve McQueen. Entre cette terrible perte et leur relation tumultueuse, ce mariage était voué à l'échec. Malgré leur amour l'un pour l'autre, McQueen et MacGraw n'ont tout simplement pas réussi à faire fonctionner leur mariage, divorçant en 1978. Mais McQueen n'était pas resté seul depuis des années, alors ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne trouve quelqu'un de nouveau. Et sa stratégie de rencontre cette fois-ci était beaucoup plus folle que la précédente.
Peu de temps après sa séparation avec McGraw, McQueen posa les yeux sur une femme absolument envoûtante. Il l'a vue dans une publicité. Mais c'était Steve McQueen dont nous parlons, alors cela ne l'a pas arrêté. Il a demandé à son agent de retrouver le mannequin de la publicité et d'organiser un rendez-vous. Son nom était Barbara Minty, et elle est devenue la troisième et dernière femme de McQueen. Pendant la majeure partie de sa vie, McQueen a été un monogame en série, mais il a tout de même eu son lot d'aventures. Il a eu une liaison avec l'actrice et mannequin Lauren Hutton au début des années 1960, alors qu'il était encore marié. Il a également eu une liaison avec Barbara Leigh, sa co-star dans Junior Bonheur, peu de temps avant de rencontrer Ali McGraw. Mais ses aventures étaient pâles en comparaison de sa liaison la plus sauvage. Mamie Van Doren était l'une des grandes starlettes incorrigibles d'Hollywood et elle prétend avoir eu une liaison sordide avec McQueen dans les années 1960. Le couple faisait la fête tard dans la nuit, prenant des hallucinogènes ensemble, tout en étant toujours mariés avec des enfants. Bien que de nombreuses personnes proches de McQueen le considéraient comme un gars formidable, il semble que les femmes aient toujours été son plus grand vice, et elles faisaient ressortir son côté sombre. Steve McQueen quitte le glamour d'Hollywood à cause de problèmes de dépendance. Au milieu des années 70, alors qu'il était sans doute la plus grande star de la planète, Steve McQueen s'est éloigné de tout cela. Il a disparu de la scène publique, a cessé d'apparaître dans des films et passé ses journées à parcourir le pays en camping-car, faisant des courses de moto partout où il s'arrêtait. Alors que l'attrait de jouer diminuait pour lui, la course restait toujours sa passion. Mais peut-être que ce n'était pas sa seule raison de se retirer. Il s'avère que McQueen avait quelques squelettes dans son placard. Entre sa carrière en dents de scie et sa vie amoureuse tumultueuse, il n'est pas surprenant que Steve McQueen ait souffert de problèmes de dépendance tout au long de sa vie. Dans les années 1970, il était presque au fond du gouffre. Il fumait comme une cheminée et buvait beaucoup. Il couvrait à peu près tous les aspects de la fête. Au sommet de sa carrière de star de cinéma, Steve McQueen pouvait faire à peu près toutes les demandes qu'il voulait, mais les demandes qu'il faisait semblaient complètement bizarres. Il acceptait fréquemment d'apparaître dans un film seulement si le studio lui fournissait une liste apparemment aléatoire d'articles, des rasoirs électriques, des jeans et d'autres fournitures de base en grande quantité. Évidemment, ce n'étaient pas des choses dont une star de cinéma comme Steve McQueen avait besoin, alors à quoi lui servait-elle exactement? Eh bien, il s'avère qu'il y avait une raison réconfortante derrière les exigences de McQueen. L'internat où McQueen avait passé son adolescence malgré les difficultés était un endroit qu'il n'avait jamais oublié. C'était devenu une maison pour lui, comme si peu d'endroits l'avaient été, et pour le reste de sa vie, il gardait une place spéciale dans son cœur pour cet endroit. Il faisait don de toutes ses fournitures de ses exigences à l'école, et il retournait souvent y passer du temps avec les élèves, jouant au billard et leur racontant ses expériences. McQueen a également fourni la plupart des fonds nécessaires pour former la première véritable équipe américaine aux International Six-Day Trials en 1964, qui se sont tenus à Erfurt, en Allemagne, au plus fort de la guerre froide. L'équipe était composée de McQueen, Bud et Dave Ekins, Cliff Coleman et John Steen. Dans un moment de fierté pour la star, McQueen a eu l'honneur de porter les Stars and Stripes pour l'équipe américaine lors de la cérémonie d'ouverture. Avec son passé violent, ses nombreuses aventures et ses problèmes de dépendance, il est facile de peindre Steve McQueen comme un homme profondément troublé, mais il y avait toujours une autre facette à découvrir. Aux alentours de la désintégration de son mariage avec Ali McGraw, Steve McQueen a développé une toux persistante. Pas très surprenant, étant donné combien il fumait, mais même lorsqu'il a arrêté, la toux est restée. Il a essayé des traitements antibiotiques, mais malgré tout, il ne pouvait pas arrêter de tousser. Il a finalement subi une biopsie et le résultat a été dévastateur. Les médecins ont découvert un mésothéliome pleural dans ses poumons. En d'autres termes, Steve McQueen avait un cancer. La nouvelle était déjà déchirante, mais elle a empiré. La cause de la maladie de McQueen était aussi tragique.
De nombreux types de cancers ne peuvent pas être prévenus. Mais il y avait un coupable spécifique derrière le mésothéliome pleural de McQueen, l'amiante. McQueen a été exposé à des matériaux cancérigènes toute sa vie, en enlevant l'isolation à l'amiante des navires en tant que marin, en travaillant autour de l'insonorisation à l'amiante sur les plateaux de tournage. Il y avait même de l'amiante dans les casques et les combinaisons de protection que McQueen portait lors de ses courses. Bien que personne ne le sache mieux, Steve McQueen a passé la majeure partie de sa vie adulte à inhaler ce matériau dangereux, et il a finalement été rattrapé par la maladie. McQueen a essayé de garder son diagnostic secret aussi longtemps qu'il le pouvait. Mais en quelques mois, le National Enquirer a découvert l'histoire et a révélé sa maladie au monde. Une vague massive de soutien a suivi, mais personne ne pouvait rien faire pour l'aider maintenant. Secret ou non, son cancer était terminal. Mais cela ne signifie pas que Steve McQueen allait baisser les bras sans se battre. Lorsque des médecins américains ont dit à McQueen qu'il n'y avait rien à faire, il a commencé à chercher ailleurs, et cela l'a mené à un personnage vraiment tordu. Il n'y avait rien que quiconque pouvait faire pour sauver Steve McQueen, mais il n'était pas prêt à l'admettre. Il est allé au Mexique, chercher des conseils auprès d'un charlatan nommé William Donald Kelley. Kelley prétendait faussement qu'il avait une méthode qui pouvait guérir le cancer et McQueen était désespéré, alors il a écouté. Il a suivi un traitement avec Kelley. Et cela comprenait des opérations allant du bizarre à l'horrible. Sous les instructions de Kelley, McQueen a reçu des lavements de café, des injections quotidiennes de cellules de vache et de mouton, des massages constants et des doses d'un horrible remède miracle appelé Laetrile. Et comme si ces traitements humiliants, inconfortables et inefficaces n'étaient pas assez mauvais, Kelley osait facturer au désespéré McQueen 40 000 $ par mois. On a également découvert que Dr. William Donald Kelley avait eu sa licence médicale révoquée des années auparavant et qu'il n'avait été qu'un orthodontiste. Mais McQueen n'avait absolument aucune option. Alors il a quand même écouté Kelley. Malheureusement, cela n'a fait que rendre ses derniers jours plus douloureux. En octobre 1980, McQueen est retourné au Mexique une dernière fois. Il avait une tumeur massive de 5 livres sur son foie, mais ses médecins américains lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'opérer. Elle était trop grosse et il était trop faible. Il n'y avait aucun moyen que son cœur puisse supporter l'opération. Pourtant, McQueen était arrivé jusque-là. Alors il n'allait pas s'arrêter maintenant. Sous le pseudonyme de Samuel Shepard, McQueen s'est inscrit dans une petite clinique médicale de Juarez. Aucun des médecins ne connaissait même sa véritable identité, ce qui n'aurait de toute façon rien changé. Steve McQueen est décédé d'une insuffisance cardiaque à 3h45 le 7 novembre 1980 à la clinique de Juarez, peu de temps après son opération. Il n'avait que 50 ans. C'était comme son médecin l'avait dit. Le cancer était terminal et il n'y avait rien que quiconque pouvait faire. Mais personne ne pouvait dire que Steve McQueen s'était laissé abattre sans se battre. Voilà toutes les informations sur la vie personnelle du légendaire acteur McQueen. Le chemin vers la célébrité de Chad McQueen n'a pas été aussi facile que le public pourrait le penser. Il y avait de nombreuses luttes cachées derrière le succès de son père qui ne sont révélées que maintenant par son fils. Écoutons Chad alors qu'il partage ses histoires inédites sur son célèbre père. Début de sa carrière d'acteur. Le début de la carrière du siècle. Nous étions en 1952 et Steve McQueen avait essayé à peu près tous les emplois sous le soleil, sauf celui que nous lui connaissons en tant qu'acteur. McQueen n'a jamais hésité à vivre de nouvelles expériences. Il a pris son argent de la GI Bill et a commencé à prendre des cours de théâtre à New York sous des professeurs comme Sanford Meisner et Uta Hagen. La comédie était tout un monde pour lui et il s'y est vite adapté. De plus, cela venait avec sa part de perk. Tout au long de sa carrière, la vie amoureuse de Steve McQueen a toujours été un sujet de fascination pour les tabloïds. Il passait d'une belle actrice à une autre, et cela a commencé dès ses premiers jours de cours de théâtre à New York. La GI Bill a aidé McQueen à s'installer à New York, mais elle ne pouvait pas payer les factures pour toujours.
Heureusement, McQueen avait d'autres compétences qui pouvaient l'aider. Il a commencé à faire des courses de moto chaque week-end pour soutenir sa carrière naissante d'acteur. Et bien sûr, il était doué pour ça. Bientôt, il gagnait environ 100 $ chaque week-end, l'équivalent d'environ 1000 $ aujourd'hui. Si les choses s'étaient passées différemment, McQueen aurait peut-être pu devenir un coureur professionnel, mais la gloire l'attendait à l'écran. Le tremplin. McQueen obtient son premier grand rôle. McQueen s'en est beaucoup mieux sorti à Hollywood qu'à New York. Très vite, il a même décroché un rôle principal dans un long métrage. Bien sûr, le film était The Blob en 1958, un film de série B ridicule qui a ouvert aux côtés de I Married a Monster from Outer Space. Mais cela a aidé à faire connaître McQueen. Cela lui a également permis de décrocher un rôle dans un pilote de série télévisée pour une nouvelle série western. La série s'appelait Wanted, Dead or Alive, et son chasseur de primes robuste et anti-héros, Josh Randall, a solidifié la renommée de Steve McQueen en tant que star. Mais ce n'était que le début. Avec Wanted, Dead or Alive, Steve McQueen avait enfin percé. Certains de ses rôles les plus emblématiques sont venus ensuite, notamment dans The Magnificent Seven et The Great Escape. Il avait fallu environ une décennie, mais Steve McQueen était officiellement arrivé, et le tout nouveau premier rôle hollywoodien s'est rapidement distingué de ses pairs. Toute personne ayant travaillé avec lui pouvait vous le dire, Steve McQueen était prêt à faire des choses que aucun autre acteur ne ferait ou ne pourrait faire, en fait. McQueen a été nominé aux Oscars du meilleur acteur pour son rôle d'ingénieur naval rebelle Jake Ullman dans le drame militaire The Sand Pebbles. Le scénario était adapté d'un roman de Richard McKenna de 1962 du même nom. McQueen a joué aux côtés de Richard Attenborough, Candice Bergen, Richard Crenna et d'autres. Sans surprise, Steve McQueen se retrouvait souvent dans des films où il devait conduire des motos ou des voitures rapides. Pour la plupart des acteurs, une doublure cascade ferait la majorité de la conduite réelle. Mais McQueen n'était pas comme la plupart des acteurs. Les réalisateurs ont rapidement réalisé que McQueen pouvait mener mieux que la plupart de leurs cascadeurs, et McQueen a fini par filmer lui-même bon nombre de ses scènes d'action. En fait, dans The Great Escape, on peut voir McQueen déguisé en soldat allemand sur une moto se poursuivant lui-même. Beaucoup de films embauchent de vrais professionnels pour enseigner aux acteurs les personnages qu'ils incarnent et Bullitt ne faisait pas exception. Les producteurs ont fait venir quelques vieux officiers expérimentés pour montrer les ficelles à McQueen. Ils pensaient lui faire peur en l'emmenant dans une vraie morgue. Après tout, il y a une scène de morgue dans le film. Je suppose qu'ils étaient impatients de faire peur à ce beau gosse hollywoodien. Mais la réaction glaciale de McQueen les a laissés stupéfaits. Le jour de la visite à la morgue, McQueen est entré calmement dans la morgue en croquant une pomme comme si c'était juste un autre jour. À partir de ce moment-là, il avait gagné le respect des officiers. Une autre histoire de ses escapades sauvages s'est déroulée lors du tournage de The Magnificent Seven. McQueen a emmené son co-vedette Robert Vaughn dans un bordel mexicain où ils ont bu de nombreuses margaritas, sont restés toute la nuit et sont partis sans payer. McQueen était tristement célèbre pour ne jamais avoir d'argent liquide. Des années plus tard, Vaughn a raconté l'histoire et a dit qu'il était sûr que les deux avaient eu de la chance d'échapper à une raclée, sinon à la mort. Il avait un lien sombre avec les meurtres de Tate. Si quelqu'un doutait du côté sombre de la célébrité, les meurtres de Manson l'ont rendu abondamment clair. Mais peu de gens réalisent à quel point ils étaient proches de Steve McQueen. Non seulement il était ami avec Sharon Tate et Jay Sebring, mais autour du moment des meurtres, les médias ont publié une prétendue liste de célébrités visées qui comportait le nom de McQueen. McQueen est devenu de plus en plus paranoïaque et a commencé à porter un pistolet avec lui en tout temps. Une balle dans le pied. En 1968, McQueen a décroché le rôle le plus emblématique de sa carrière, Bullitt. Un film sur un flic dur de San Francisco qui conduit une Mustang et se lance dans une poursuite en voiture palpitante à travers les rues sinueuses de la ville.
rien ne pouvait mal tourner. Eh bien, il s'avère que beaucoup de choses pouvaient mal tourner. En fait, malgré le résultat final, Bullitt a failli ruiner la carrière de McQueen. Entre le perfectionnisme du réalisateur Peter Yates et McQueen lui-même, Bullitt a dépassé largement le budget, ce qui a horrifié les dirigeants du studio Warner Brothers. Avant le tournage, McQueen avait un énorme contrat avec le studio qui aurait dû le voir faire 7 autres films, mais après le fiasco de Bullitt, ils en avaient assez. Ils ont annulé le contrat avant même que le film ne sorte, ce qui s'est avéré être l'une des décisions les plus stupides de l'histoire. Oui, Bullitt a dépassé le budget. C'était aussi un énorme succès auprès des critiques et du public, rapportant 10 fois son budget gonflé. Alors, Warner Brothers a fait ce que tout studio hollywoodien respectueux de lui-même aurait fait. Ils sont revenus vers McQueen, la queue entre les jambes, le suppliant de signer un autre contrat. Mais ils avaient brûlé ce pont. Dire non à Warner Bros. A dû être plutôt satisfaisant. Bullitt était le sommet de la carrière de McQueen, mais le problème avec les sommets, c'est qu'il n'y a nulle part où aller, sinon vers le bas. L'enfance de McQueen a été une série de cauchemars remplis de tourments physiques et mentaux. Il a partagé tout cela avec son unique fils, Chad McQueen. Après avoir appris les difficultés de l'enfance de son père, Chad a vraiment ressenti la chance d'avoir une famille complète et heureuse, quelque chose que Steve a pu lui offrir. De la tourmente à la victoire, le parcours de Steve McQueen. Malgré avoir trouvé refuge temporaire chez ses grands-parents à Slater, Missouri, l'enfance tumultueuse de Steve le suivait partout où il allait. Les relations turbulentes de sa mère l'ont exposé à la violence et à l'instabilité, le poussant à s'enfuir de chez lui dès son plus jeune âge. Vivant dans les rues d'Indianapolis, Steve est tombé dans la délinquance, rejoignant un gang de rue et se livrant à des petits délits. Les tentatives répétées de sa mère de le renvoyer au Missouri se sont révélées vaines, car les expériences de Steve dans les rues l'ont endurci et alimenté sa nature rebelle. Finalement, Julia a eu recours à des mesures légales, le déclarant incorrigible et l'envoyant à la California Junior Boys Republic, un pensionnat pour jeunes en difficulté. La vie à la Boys Republic était difficile. Steve endure l'isolement et les abus à la fois de ses pairs et des autorités. Cependant, l'environnement structuré l'a forcé à confronter son comportement et lui a inculqué un sens de la discipline et de la résilience. Malgré les défis, Steve est ressorti du pensionnat transformé, déterminé à se forger un meilleur chemin. En quittant l'école à 16 ans, Steve s'est lancé dans un voyage tumultueux, cherchant l'aventure et l'évasion de son passé troublé. De rejoindre un cirque à travailler sur un navire, l'esprit inquiet de Steve l'a conduit d'un emploi à un autre, d'une ville à l'autre. Finalement, il s'est retrouvé dans l'armée, s'engageant dans les Marines à l'âge de 17 ans. Son temps dans l'armée a été marqué à la fois par la défiance et l'héroïsme, Steve luttant contre l'autorité, tout en démontrant courage et altruisme face à l'adversité. Malgré ces luttes, le service militaire de Steve lui a fourni structure et objectifs, posant les bases de son succès futur. Après tous ces défis, le McQueen de 22 ans a trouvé sa véritable vocation et a brillé sur le chemin de devenir l'un des acteurs principaux des années 1960. Ainsi, nous avons voyagé avec Chad à travers la carrière et la vie de Steve McQueen, découvrant de nombreux secrets révélés par sa propre famille. Merci de nous avoir suivis. Regardez une autre vidéo intéressante en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran dès maintenant. À bientôt de l'autre côté.